Les hommes forts créent les périodes de paix. Les périodes de paix créent les hommes faibles créent les temps difficiles créent les hommes forts. Alors non, cette anadiplose ne vient pas de Maître Yoda, pourtant expert en la matière, mais bien d'Ibn Khaldoun, un historien arabe né en 1332 à Tunis, et issu d'une grande famille andalouse. Il faut dire que sa réputation n'est peut-être pas à la hauteur de l'homme qu'il fut. S'il est assez inconnu en France, il n'en est pourtant pas moins l'un des plus grands historiens des civilisations, ainsi que l'un des précurseurs de la sociologie ou de la théorie économique, plusieurs siècles avant Alexis de Tocqueville ou Adam Smith. Il a occupé plusieurs postes de conseiller auprès des grandes dynasties musulmanes du Maghreb, avant de se retirer au Caire pour rédiger son œuvre. Ici, sur cette chaîne, nous n'allons pas vous cacher notre admiration devant le personnage et son œuvre. Au même titre qu'Emmanuel Todd dans la vidéo précédente, notre vision du monde doit beaucoup à ses réflexions. Si j'ai fait référence à Star Wars pour présenter le personnage, ce n'est pas un hasard. Car ce qui fait la renommée d'Ibn Khaldoun, c'est sa théorie sur les empires, qui représente pour lui l'histoire des civilisations. Il développe une vision cyclique de l'histoire, résumée dans la citation introductive, qui voit la croissance puis la mort des empires. Il élabore cette théorie universelle de l'histoire humaine dans son livre des exemples, son œuvre majeure, et plus précisément dans la Muqaddimah, son introduction. En étudiant l'histoire de l'Empire islamique, il élabore une théorie générale qui ambitionne d'expliquer l'ensemble des mécanismes derrière l'évolution de l'histoire humaine. Si vous cherchez à comprendre pourquoi une civilisation naît, croît, puis meurt, alors cette vidéo est faite pour vous. Car vous le verrez, ce qui est impressionnant, c'est que la théorie d'Ibn Khaldoun est un outil bluffant pour comprendre notre actualité. Cette conviction, nous ne sommes pas les seuls à la partager. Car si l'historien andalou connaît un regain d'intérêt, c'est en grande partie grâce aux efforts de Gabriel Martinez-Gros. Né en 1950 à Oran, il est historien spécialiste du monde musulman à l'université de Nanterre, et il a consacré plusieurs ouvrages visant à montrer à quel point la pensée d'Ibn Khaldoun est un outil précieux pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Nous nous sommes en grande partie appuyés sur ces ouvrages pour préparer la vidéo. Ce que Gabriel Martinez-Gros montre, c'est que la théorie qu'Ibn Khaldoun a forgée pour expliquer l'histoire de l'Empire islamique fonctionne parfaitement pour comprendre l'histoire de l'Empire chinois qu'il ne connaissait pas par ailleurs, ou encore celle de l'Empire romain dont il avait une connaissance pourtant assez éloignée. Gabriel Martinez-Gros tente ainsi de redorer le blason de ces historiens qui avaient l'ambition de fournir une théorie générale capable de rendre compte de l'histoire globale et qui sont tombés en désuétude. Alors que ce type de raisonnement était la norme dans la recherche historique au XXe siècle, avec des historiens comme Arnold Toynbee ou Oswald Spengler, la spécialisation académique de l'université rend difficile cette démarche aujourd'hui. Pourtant, à l'heure où les grandes idéologies du siècle dernier semblent avoir disparu, notre XXIe siècle aurait bien besoin de ces grandes théories ambitieuses pour nous offrir une grille de lecture face à des événements qui nous semblent de plus en plus aléatoires. Alors aujourd'hui, nous vous proposons d'en découvrir une avec Ibn Khaldoun. Pour comprendre ce qu'est l'Empire pour Ibn Khaldoun, il faut d'abord abandonner la conception habituelle que l'on a de l'Empire. Dans l'inconscient collectif, l'Empire est un immense État qui cherche à conquérir le monde en menant des guerres dès qu'il le peut. Ibn Khaldoun postule l'exact inverse. L'Empire est de nature pacifique et même pacifiante. Ce qu'il appelle système impérial est en fait ce que nous appelons le processus de civilisation, l'Empire étant l'aboutissement de ce processus. Ibn Khaldoun nous dit que l'Empire est avant tout un phénomène économique avant d'être politique. Pour lui, le seul but de l'Empire est d'accumuler de la richesse et des habitants. Mais cet objectif est fondamentalement limité dans les sociétés pré-industrielles reposant sur l'agriculture, car elles ne créent pas spontanément de la richesse par les gains de productivité. La solution à ce problème, c'est l'impôt. C'est en levant l'impôt que l'Empire crée artificiellement de la richesse. L'Empire concentre les surplus qu'il prélève sur les paysans dans les villes, et permet ainsi des gains de productivité et une division du travail inédite, avec la création de métiers spécialisés comme les artisans, les scientifiques, les marchands. Au début de l'Empire, les gains de productivité vont bénéficier à tous, même aux paysans imposés, car la hausse de la demande urbaine va stimuler la croissance dans les campagnes. Pour que cela fonctionne, l'Empire doit absolument désarmer la population qu'il impose, car aucune population armée n'accepterait naturellement de payer un impôt vécu comme une humiliation. Avec ce processus, l'Empire divise la population en deux catégories, ceux qui vivent sous l'autorité de l'État, qu'il nomme les sédentaires, et ceux qui vivent en dehors, les bédouins. En désarmant les sédentaires, l'Empire les cantonne à une position de producteurs pacifiques en échange d'une protection. Les Bédouins, eux, vivent en dehors de l'Empire, restent violents pour se défendre et solidaires pour assurer les tâches de protection sociale. L'Empire, en poussant la civilisation, crée ainsi un paradoxe. Il accumule une immense richesse par l'impôt et une population nombreuse, mais désarmée, rejetant ainsi la violence sur ses marges. Il se retrouve donc entouré de groupes bédouins violents, prêts à s'emparer de ses richesses. Pour se défendre, l'Empire n'a pas d'autre choix. Il doit recruter des bédouins sur sa marge, qui vont occuper les fonctions de violence dans l'Empire, pour prélever l'impôt en intimidant la masse des sédentaires, et pour la défendre face aux autres bédouins. C'est dans ce paradoxe qu'Ibn Khaldoun voit le sens de l'histoire. Car en rejoignant l'Empire, la violence des bédouins, qu'il nomme Asabiyya, c'est-à-dire solidarité de corps, s'émousse au fil des générations. Ils sont gagnés par le luxe, ils sont victimes d'une sédentarisation, ils sont moins efficaces pour se battre, et leur solidarité initiale diminue, n'étant plus nécessaire,
puisque l'Empire remplit mieux les fonctions de protection sociale que la Sabilla. Il faut alors recruter davantage de mercenaires bédouins pour défendre l'Empire, ce qui augmente les dépenses publiques, au point que l'impôt devient trop fort pour les sédentaires, enrayant la spirale de prospérité du début de l'Empire. L'Empire devient moins efficace pour bâtir des infrastructures et mobilise tout l'impôt pour l'armée. Ibn Khaldun nous explique que c'est à ce moment qu'une nouvelle Asabiyya bédouine s'empare de l'Empire, remplaçant l'ancienne élite. Cette conquête ne met pas fin à l'Empire, au contraire, elle le régénère. Car les nouveaux maîtres bédouins vont vouloir eux aussi bénéficier des richesses de l'impôt. Ils vont donc offrir à l'Empire une nouvelle violence gratuite, leur Asabiyya n'ayant pas encore été affaiblie par le luxe du mode de vie sédentaire. L'impôt redevient supportable, et le cycle recommence. Je vous propose donc maintenant de voir ce processus à travers des exemples concrets. Selon Gabriel Martinez-Gros, les premiers embryons d'empire sont apparus dans la région du croissant fertile, aux alentours du 3e millénaire avant notre ère. Les populations du croissant fertile furent les premières à adopter l'agriculture. Elles s'installèrent ainsi durablement sur un même territoire, marquant le début de la sédentarisation. Avec l'essor des techniques agricoles, les communautés humaines de la région développèrent au fil du temps de nouvelles structures sociales, comme les premières cités, lieux de forte concentration de population. Comme nous l'avons vu, le mode de vie urbain permet une forte spécialisation des tâches, rendue possible par l'augmentation des rendements agricoles. Les métiers de l'artisanat, de la poterie et du travail du métal se sont développés avec cette urbanisation précoce, inaugurant une période de croissance économique et d'accumulation des richesses. Dans un même temps, les peuplades de la région mirent au point ce qu'on pourrait appeler un embryon d'administration, avec pour objectif de permettre l'approvisionnement des villes et l'accumulation des richesses entre les mains des élites dirigeantes. C'est la naissance de l'impôt et de l'écriture. La région du croissant fertile fut donc le berceau de nombreuses cités-États, îlots de prospérité, de raffinement au cœur du mode de vie sédentaire. Cet espace de sédentarité est ainsi, dans la pensée d'Ibn Khaldun, l'ingrédient essentiel à la formation des empires. En effet, cette prospérité inédite attira très vite les convoitises. Les peuples en périphérie de ce système, encore nomades, étaient naturellement captivés par la richesse du croissant fertile et sa myriade de cités-États. Nous pouvons observer ici la première incarnation de l'opposition entre sédentaires et bédouins. Dans le cas du croissant fertile, de nombreux royaumes s'affrontèrent pour la suprématie dans la région. Certains, comme l'Akkad, la Babylonie ou la Syrie, eurent même des prétentions impériales et revendiquèrent le contrôle de tout le monde connu de l'époque. Mais si on écoute Gabriel Martinez-Gros, le premier véritable empire fut l'empire achéménide, resté célèbre pour son rôle dans les guerres médiques contre les Grecs et pour sa fin brutale des mains d'Alexandre le Grand. L'empire achéménide était tant par son étendue que sa population, la première entité à pouvoir revendiquer l'universalité de son hégémonie. Celui-ci contrôlait l'ensemble du croissant fertile, avec ses richesses et ses cités. Il suivait également le schéma khaldounien, puisque les Achéménides étaient originaires des régions montagneuses de Perse, en périphérie du bassin de sédentaire de Mésopotamie. Les peuplades rudes et querelleuses des monts Zagros fournirent à l'Empire des contingents de soldats jusqu'à son effondrement. L'Empire achéménide fut néanmoins victime du déclin de la valeur martiale de ses troupes lorsqu'Alexandre le Grand conduisit à la victoire une nouvelle Asabiyya bédouine conquérante lors de la bataille de Gaugamel en 331 avant Jésus-Christ. La victoire des phalanges macédoniennes contre les Perses est un exemple qui illustre parfaitement la thèse d'Ibn Khaldun. Quelques dizaines de milliers de phalangistes, disciplinés et soudés, sont parvenus à conquérir un territoire de 5 500 000 km² et qui comptait plus de 30 millions d'habitants. Un autre empire fit son apparition un siècle plus tard à l'autre bout du monde. En effet, le souverain du royaume Qin, Qin Shi Huang, unifia pour la première fois la Chine, dont il devient le premier empereur. Qin Shi Huang remplaça l'ancien système féodal par une organisation en préfecture et mit en place une bureaucratie fondée sur le mérite. Une de ses premières décisions fut également d'interdire le port d'armes à ses sujets. L'empire de la dynastie des Qin a donc parfaitement suivi le schéma que théorisera plus tard Ibn Khaldun. Les producteurs sont désarmés, la violence est confiée à une petite minorité, dans le cas des Qin, les Turcs Chungyu, considérés comme des barbares, et qui deviennent très vite la principale source de main-d'œuvre de l'armée impériale. Les Qin et leurs successeurs, les Han, n'échappèrent pas à l'affaiblissement progressif de leur Asabiyya. Les soldats d'origine Chungyu au service de l'Empire furent incapables de repousser les raids de leurs cousins restés de l'autre côté de la frontière. Dans un même temps, les révoltes liées à la fiscalité et au taoïsme ébranlèrent l'Empire. Selon Gabriel Martinez-Gros, plus les valeurs martiales sont rejetées par une société sédentarisée, plus les mercenaires au service de l'Empire font payer cher leurs services, aussi inefficaces soient-ils. C'est pour cette raison que les empires mourants sont souvent paralysés par une fiscalité jugée insupportable par les sujets, les poussant à la révolte et aggravant encore plus la situation militaire. Comment alors peut-on expliquer la longueur de l'hégémonie d'un des empires les plus célèbres de l'histoire, l'Empire romain ? Dès le IIe siècle avant notre ère, Rome imposa sa suprématie au monde méditerranéen. Des légions de citoyens soldats, la première Asabiyya romaine, évincèrent les Carthaginois et les Macédoniens. Par la suite, des légions professionnelles recrutées dans les cités et les provinces fraîchement conquises furent le fer de lance de l'expansion romaine autour de la Mare Nostrum. Les conquêtes de Pompée livrèrent à Rome le contrôle des bassins sédentaires de l'Orient hellénistique, tandis que quasi simultanément,
Jules César, resté dans la légende, s'empara de la Gaule et fixa les frontières du monde romain sur le Rhin. Auguste, fils adoptif de César et premier empereur romain, consolida les conquêtes de la République et annexa l'Égypte, terre de producteurs sédentaires par excellence depuis des siècles. Après la défaite de Teutobourg, face aux Germains, et une nouvelle campagne punitive visant à sécuriser les frontières, les Romains stabilisèrent leur expansion. C'est là l'un des éléments centraux du mode opératoire des empires. Ceux-ci, une fois constitués, sont principalement sur la défensive. Les rares conquêtes de l'Empire romain visaient des territoires rentables, notamment les centres urbains de Mésopotamie ou les mines d'or de Dacie, ou bien encore cherchaient à donner du prestige à un empereur contesté, comme ce fut le cas pour la Bretagne avec Claude, ou des guerres à Mantes avec Septime Sévère. Si l'on fait exception de ces quelques actions offensives, l'histoire militaire de l'Empire romain peut se résumer à une défense pluriséculaire contre les réservoirs de violence en périphérie de l'Empire, attirés par la richesse exceptionnelle du monde méditerranéen. Afin de protéger ses frontières, l'Empire romain fut capable de mobiliser de nombreuses assabillas tout au long de son histoire. D'abord largement italiennes, les légions furent peu à peu recrutées dans les provinces, notamment hispaniques et gauloises, puis ensuite en Illyrie, en Pannonie et en Dacie. Les provinces illyriennes en particulier restèrent jusqu'à la fin de l'Empire un foyer de recrutement incontournable, à tel point que de nombreux empereurs étaient directement issus de ces soldats illyriens. Enfin, à partir du IVe siècle, l'importance des fédérati, des troupes barbares recrutées en dehors du monde romain, s'accrut considérablement. Ces soldats, principalement d'origine germanique, devinrent peu à peu le fer de lance de l'armée impériale, à mesure que l'efficacité des assabillas du monde romain s'amenuisait. Cependant, après la division définitive de l'Empire en l'an 395, la partie occidentale, plus pauvre et moins urbanisée que la partie orientale de l'Empire, ne parvint pas à financer les coûts exorbitants de sa défense. L'unité de l'Occident romain s'effondra au cours du 5e siècle de notre ère. Rome fut mise à sac en l'an 410 par les Visigoths, et les provinces de l'Empire tombèrent progressivement entre les mains des tribus germaniques. Les Francs, les Vandales, les Anglo-Saxons, les Visigoths et les Ostrogoths fondèrent des royaumes et, comme nous le verrons plus en détail par la suite, l'Europe devint une périphérie dans le système chaldéen. Après une période de transition byzantine, marquée notamment par les efforts de Justinien pour réunifier l'Empire romain, le monde méditerranéen fut bousculé par une nouvelle assabilla, celle de référence pour Ibn Khaldoun, les tribus arabes. Suivant le schéma classique, quelques dizaines de milliers de combattants arabes mirent au pas les bassins de sédentaires de Mésopotamie et d'Égypte et créèrent un vaste empire s'étendant de l'Atlantique à l'Indus. L'assabilla des Arabes fut désarmée très tôt par les souverains abbassides après leur victoire contre les Omeyyades en 750. Des soldats issus du Khorasan, une périphérie du monde arabe, puis des esclaves d'origine turque, les Mamelouks, occupèrent dès cette époque les fonctions de violence, avant de prendre eux-mêmes le pouvoir, à l'instar des Germains d'Occident. Après ces quelques cas de figure, que peut-on retenir de cette théorie des empires pour Ibn Khaldoun ? Tout d'abord, et c'est sans doute l'élément le plus important, la civilisation fabrique des conquis. Elle fabrique la non-violence à travers la production de richesses et la levée de l'impôt. Cette non-violence du monde sédentaire crée un retour de la violence de la part de la périphérie qui cherche à s'emparer de cette concentration de richesses. Ensuite, il faut retenir que l'Empire est par nature sur la défensive. Il cherche à protéger son cœur sédentaire, source d'impôts, et ne s'étend que rarement. L'Empire, c'est en somme le désarmement des sujets et la production. Si l'on fait le bilan, jusqu'ici nous avons parlé du modèle impérial en Perse, à Rome, en Chine et dans le monde islamique. Le modèle d'Ibn Khaldoun fonctionne correctement pour décrire les grandes évolutions historiques de ces civilisations. Mais pour les plus attentifs, vous remarquerez qu'il reste une grande civilisation que nous n'avons pas encore mentionnée, la nôtre. Et c'est à dessein. Car le modèle que nous vous avons présenté jusqu'ici ne fonctionne pas totalement pour comprendre l'histoire de l'Europe. La civilisation qui va naître en Europe occidentale ne présente ni empire, ni séparation entre bédouins et sédentaires. En fait, l'histoire européenne constitue une exception au modèle forgé par Ibn Khaldoun, qu'il avait pourtant conçu comme capable d'expliquer l'histoire universelle. Alors, faut-il jeter le modèle d'Ibn Khaldoun ? Avant de répondre, je me permets une petite précision ici. Sur notre chaîne, nous essayons de vous présenter de grandes théories universelles, capables de rendre compte globalement des évolutions de l'humanité, comme avec cette vidéo sur Ibn Khaldoun, ou notre vidéo précédente sur Emmanuel Todd. Ces modèles nous semblent intéressants car ils corrigent le défaut majeur de la recherche scientifique actuelle, qui tend à cloisonner les disciplines. Chaque discipline se spécialise toujours plus, et ignore les découvertes des autres, ce qui rend la science difficile à comprendre pour les gens ordinaires. Mais il ne faut pas croire que nos modèles, parce qu'ils sont généraux, sont infaillibles. Le modèle d'Ibn Khaldoun ne peut pas tout expliquer, et c'est précisément ce qui lui donne de la valeur. Malgré la volonté de comprendre l'histoire universelle, il n'est pas capable d'expliquer totalement l'histoire de l'Europe. Accepter ses limites, c'est ce qui différencie un modèle scientifique d'un dogme idéologique. Comme il ne peut pas tout expliquer, il faut forger un autre modèle pour compenser ces angles morts. Et ainsi, nous faisons avancer la science vers une compréhension plus précise de notre réalité complexe. Et
Essayer de tout comprendre ne nous impose pas de nous reposer sur un seul modèle, aussi précis soit-il. Avec cette précision, essayons d'appliquer le modèle impérial à l'histoire européenne. L'Europe naît après la chute de l'Empire romain en 476. Pour Ibn Khaldoun, lorsqu'un empire s'effondre, deux possibilités existent. Soit il reste une masse de sédentaires importante, capable de supporter l'impôt, et donc l'empire peut se reconstituer, car il ne peut exister sans impôt. Soit la masse fiscale est devenue trop faible, alors l'empire ne peut pas se reconstituer, et il faudra qu'une Azabiya soumette progressivement ses voisins, en les désarmant, pour la reconstituer. Après la chute de l'Empire romain, la partie occidentale de l'Empire correspond au second cas. Les invasions barbares ont réduit les grandes villes, la densité de peuplement est faible, et l'État est fragmenté, en différentes entités dirigées par les peuples germaniques, les Francs, les Visigoths, les Anglo-Saxons. Aucun n'est assez fort pour désarmer les populations et les soumettre à l'impôt, ce qui leur impose de conserver une solidarité ethnique et une militarisation pour se défendre. L'Europe occidentale redevient donc une périphérie bédouine, accolée à une masse de sédentaires, encore capables de payer impôts, en Méditerranée orientale. Et logiquement, l'Empire ne disparaît pas dans cette région, l'Empire byzantin puis l'Empire islamique y succédant à l'Empire romain. La richesse y est concentrée, le peuplement dense, très loin de l'Europe médiévale. Jusqu'ici, l'Europe suit le schéma raldounien. L'étape suivante pour Ibn Khaldoun serait de voir se constituer en Europe un nouvel empire après qu'un groupe bédouin triomphe de ses voisins, voire qu'un des empires germaniques se lance à la conquête des populations désarmées et riches de la Méditerranée. Or, aucun empire ne va se reconstituer en Europe. Plusieurs acteurs vont bien essayer de restaurer un empire, d'abord les Francs avec Charlemagne en l'an 800 et l'Empire carolingien, puis la dynastie ottonienne en 962, lorsque Othon Ier fonde le Saint-Empire romain germanique. Et dans une moindre mesure, le pape, cherchant à unifier la chrétienté, mais dont les ambitions vont se heurter à celles des Ottoniens. Aucun ne réussira à reconstituer un État centralisé, capable de désarmer les populations et de récolter l'impôt. Au contraire, la paix est impossible, car le continent subit les invasions bédouines constantes, au sud avec les musulmans, à l'est avec les Hongrois, et au nord avec les Vikings. L'Europe va rester fragmentée et va adopter un système unique en réaction, la féodalité. Pour lutter efficacement contre les invasions, les classes dirigeantes vont accorder des privilèges à leurs sujets, qui vont devenir leurs vassaux. Les populations vont rester armées pour réagir au plus vite en cas d'attaque. Les propriétaires terriens vont devenir seigneurs et se fortifier dans des châteaux forts. Les paysans seront amenés à se battre aussi, regroupés dans des milices. Logiquement, si elles restent armées, les populations ne vont pas payer l'impôt, qui restera faible tout au long du Moyen-Âge. Mais alors qu'il n'y a pas d'empire capable de lever l'impôt et de le concentrer dans sa capitale, l'Europe occidentale va tout de même connaître une croissance économique. Au XIe siècle, l'Europe connaît une véritable renaissance urbaine. Les villes européennes vont connaître une hausse de la production artisanale et du commerce. Des villes qui ne sont pas des capitales de royaumes, comme Venise, Milan ou Anvers, accumulent une grande richesse. Ce qui est censé être impossible car, pour Ibn Khaldoun, la croissance économique ne provient que des gains de productivité permis par la concentration de l'impôt par l'État impérial. Les raisons de cette anomalie sont assez complexes et mériteraient une vidéo à part. Mais on peut dire pour résumer que c'est le développement du capitalisme commercial qui en est à l'origine, créant de la richesse en dehors des États. Malgré cette première exception, l'Europe ne va pas complètement s'écarter du modèle raldounien. À la fin du Moyen-Âge, après l'avènement de l'époque moderne, ce modèle permet de comprendre certaines dynamiques. Par exemple, nous allons observer en Europe un processus de construction étatique qui va voir émerger des États centralisés dotés d'une administration en France, en Angleterre et en Espagne. Au début de l'époque moderne, ces États vont connaître une tendance absolutiste, poussant les monarques à revendiquer leur autorité de droit divin. Leur pouvoir ne connaît plus de contre-pouvoir, la formule « l'État c'est moi » de Louis XIV résumant l'idée. Ce processus de création étatique a été identifié par le sociologue Norbert Elias. Pour lui, depuis le Moyen-Âge, les rois vont progressivement affermir leur autorité en revendiquant un double monopole, celui de l'impôt et de la violence. Les États levèrent d'abord l'impôt pour faire la guerre, et la guerre leur permet de monopoliser toujours plus d'impôts, qui devient permanent. Ce que le fameux sociologue a identifié, c'est en réalité le processus impérial d'Ibn Khaldoun. Ainsi, les États européens tentent à se rapprocher du modèle impérial à l'époque moderne. Ils commencent à lever des impôts importants, et ils désarment leur population, notamment la noblesse qui, partout en Europe, fait obstacle à la centralisation étatique. L'impôt permet de renforcer des capitales, comme Paris, qui devient une ville immense. Dans le même temps, on voit des populations se spécialiser dans la violence, assez proches du modèle bédouin, comme les Suisses, les Gascons ou certaines populations allemandes qui se font mercenaires et qui vivent en périphérie des grands États européens. Mais l'Europe va s'éloigner du modèle khaldounien. D'abord, car malgré la constitution d'États quasi-impériaux, l'Europe ne verra toujours pas d'empire se reconstituer. L'échec de Charles Quint à unifier la chrétienté face aux monarchies françaises et anglaises, puis la réforme protestante, vont assurer la division des États européens, dont aucun n'atteint la masse critique nécessaire à la formation de l'Empire. Mais surtout, avec la révolution industrielle et technique, l'Europe va inventer un nouveau modèle qui va dépasser les limites du système impérial. Avec le progrès technique et médical à partir du XVIIIe siècle,
Les États européens vont connaître une croissance économique sans précédent, multipliant la richesse mondiale par plus de 100 et la population par 9. L'État n'a dès lors plus besoin de désarmer la population pour produire de la richesse, et l'impôt n'est plus aussi massif qu'avant, évitant de détruire par là même cette prospérité. La distinction entre sédentaires et bédouins devient caduque. En effet, avec la modernité et les révolutions atlantiques, comme la révolution anglaise, américaine ou française, l'Europe invente un nouveau modèle, l'État-nation démocratique. Les sujets deviennent des citoyens, dont on attend à la fois qu'ils soient des sédentaires, ils produisent de la richesse en temps de paix, et des bédouins, ils se battent lors des guerres avec l'émergence de la conscription de masse lors de la Révolution française. Les États-nations deviennent des asabiyas, les citoyens sont solidaires entre eux et se lancent à la conquête du monde. Les marges bédouines se retrouvent incapables de s'emparer des richesses produites et sont dépassées par les guerres de masse. Les citoyens se gouvernent selon un principe démocratique et l'État se voit imposer des règles sous forme de constitution, lui imposant de respecter les libertés individuelles et le droit de propriété. L'impôt est alors consenti par le peuple en armes, ce qui est à l'opposé de l'Empire, où une minorité violente et étrangère contrôle l'État et impose un impôt. On le voit, la démocratie est ainsi fortement liée à sa nature bédouine. Comme les tribus arabes, les cités grecques ou la République romaine, le peuple a voix au chapitre. Comme il fait la guerre, il ne peut pas être maté et doit voir son avis pris en compte d'une manière ou d'une autre. La démocratie, loin d'être associée à la paix comme l'Empire, est associée à la guerre, ce qui va à l'encontre de notre conception actuelle. C'est la guerre de 100 ans qui crée les États-nations français et anglais, et c'est la mobilisation massive du peuple français lors des guerres révolutionnaires qui permet la naissance de l'État-nation démocratique français, modèle bientôt étendu à toute l'Europe. Il faut noter que l'Europe n'est pas la seule région du monde à faire exception au modèle d'Ibn Khaldun, puisque le Japon, dans une moindre mesure, présente les mêmes caractéristiques que l'Europe. Il connaît aussi un système féodal qui fragmente le pays et donne naissance à une aristocratie guerrière. Une prospérité non négligeable va émerger sans État central et sans impôts, conduisant à l'un des taux d'urbanisation et de production manufacturière les plus importants de l'époque pré-industrielle. Ce n'est pas un hasard si le Japon est le premier pays non européen à adopter le modèle de l'État-nation démocratique au XIXe siècle avec la restauration Meiji. En inventant l'État-nation démocratique et en conduisant la révolution industrielle, l'Europe offre un modèle qui rend caduque le système impérial tel que le décrit Ibn Khaldun. Au cours des 200 dernières années, ce modèle s'impose dans le monde entier. Les démocraties armées, volontiers agressives avec leurs voisins, soucieuses du bien-être de leur population et de leurs droits, du moins en théorie, succèdent à des empires profondément élitistes, étrangers à leur population, arbitraires dans leurs décisions et fondamentalement pacifistes, craignant par-dessus tout la confrontation avec le monde bédouin. Ce monde bédouin va se voir réduit comme peau de chagrin tout au long du XXe siècle. Les nomades vont être sédentarisés par la force en URSS, en Chine, en Iran ou en Turquie. L'État étant partout dans le monde sans contrôle au nom de l'unité nationale, les derniers réduits montagnards qui échappent à son autorité disparaissent. L'État n'a plus besoin de la violence tribale pour exister, et son économie ne repose plus uniquement sur l'impôt. Il existe une sphère créatrice de richesse en dehors de l'État, avec l'innovation, la recherche et les gains de productivité. Pourtant, en regardant le XXIe siècle, il nous est difficile de dire que la théorie d'Ibn Khaldun n'est plus utile pour comprendre le monde. Au contraire, si les 2 derniers siècles ont consacré le triomphe des peuples en armes et du progrès technique, dont les guerres mondiales sont l'acmé, il est probable que notre XXIe siècle voit le retour du système impérial. Car si l'on y regarde de plus près, il y a un paradoxe. Les États modernes réalisent mieux qu'aucun empire n'aurait pu le souhaiter sa mission principale, à savoir la sédentarisation des populations. Pour rappel, l'empire cherche à assurer la prospérité et la pacification de ses sujets, c'est là son but principal. Le niveau de vie dont jouissent les hommes et les femmes partout sur la Terre est incomparable avec celui que pouvaient offrir les empires pré-industriels. On peut dire que le processus de sédentarisation dans le monde moderne est assuré par le triptyque scolarisation, urbanisation et transition démographique. Ces 3 aspects permettent aux autorités de contrôler les populations en les habituant aux mœurs civilisées, à abandonner la violence, les solidarités traditionnelles, à apprendre à résoudre les problèmes avec une approche intellectuelle. Ce triptyque a également permis le développement d'une croissance économique sans pareille, offrant une immense prospérité aux citoyens et participants. La mondialisation apparaît ainsi comme l'agent principal diffusant de la sédentarisation partout dans le monde. Au moment où la population urbaine a dépassé la population rurale au niveau mondial, on voit émerger des masses de population alphabétisées, productives, atomisées, en un mot, sédentarisées. Ce qui nous rapproche du monde khaldunien est la fin possible de la croissance économique. Le monde de l'Empire est un monde de croissance démographique faible et artificielle. C'est l'État qui concentre la richesse par l'impôt et qui permet les gains de productivité dans les villes qu'il bâtit. Aujourd'hui, la croissance dans le monde développé est atone, loin des chiffres des siècles précédents. Ce phénomène de crise économique prolongée menace aussi les pays dits du Sud. En effet, leur croissance est surtout le résultat d'un phénomène de rattrapage économique des pays développés. Avec une population vieillissante, une baisse de la fécondité partout dans le monde et pas seulement dans les pays
pays développés, nos sociétés vont devoir rediriger une part toujours plus importante de leurs capitaux pour financer les soins de santé et les pensions de retraite, au détriment de l'investissement et de l'innovation. Dans ce contexte, seule la redistribution de l'impôt par l'État semble capable de créer artificiellement de la croissance, comme dans l'Empire finalement. L'usage de la violence décline donc logiquement. Nos sociétés sont en fait profondément pacifiées, ce qui nous éloigne fortement de la réalité de nos ancêtres citoyens-soldats. L'ère des guerres démocratiques, où des masses d'hommes étaient mobilisés au combat, est bien derrière nous. Elle s'est terminée à peu près pendant la guerre du Vietnam, en 1975 pour les Américains, en 1962 pour la France, avec la guerre d'Algérie. C'est la dernière fois que les États occidentaux ont utilisé la conscription pour mener un conflit. Signe de cette dynamique, le service militaire, grand outil de la période des guerres démocratiques, a été aboli dans la plupart des pays. Aujourd'hui, la violence et la guerre sont inconcevables pour beaucoup de nos contemporains. Les conflits armés sont bien plus réduits et ne mobilisent qu'une portion réduite de la population mobilisable. La guerre en Ukraine, qui nous a complètement choqués en Europe, est ce qui se rapproche le plus d'une guerre entre États-nations. Pourtant, la Russie et l'Ukraine ne mobilisent finalement que quelques centaines de milliers d'hommes, très loin des millions d'hommes mobilisés lors des guerres mondiales. Les deux protagonistes limitent les affrontements par peur de perdre trop d'hommes dans un contexte de natalité basse. Les dirigeants européens parlent de se préparer à riposter contre la Russie, mais personne ne veut réellement envoyer des soldats se battre en Ukraine par peur de la réaction des populations. On voit donc que la sédentarisation semble avoir plus que jamais triomphé au XXIe siècle. Or, il faut remarquer qu'il n'existe pas encore d'empire mondial capable de prélever l'impôt, ce qui fait que l'ère des États-nations n'est peut-être pas encore complètement terminée. Mais il faut souligner que la grille d'Ibn Khaldun semble gagner à nouveau en pertinence pour comprendre notre monde. Elle nous permet aussi de comprendre le retour de la violence périphérique bédouine face à cette masse de sédentaires. En effet, comme le rappelle Gabriel Martinez-Gros, c'est la non-violence qui crée la violence. Le pacifisme des masses sédentaires attire la convoitise des groupes violents. Les États modernes ne contrôlent plus totalement leur territoire. Si l'on y pense, les djihadistes au Sahel ou au Moyen-Orient, les cartels de drogue en Amérique du Sud, ou les séparatistes ethniques répondent plutôt bien à la définition du bédouin. Ils vivent en dehors de l'État, sont restés violents et solidaires. Leur succès ne peut se comprendre qu'avec la pensée d'Ibn Khaldun. Ainsi, l'État islamique s'empare d'un immense territoire au Levant, avec 50 000 hommes, face à 50 millions d'habitants en Syrie et en Irak, ce qui aurait été impossible à l'ère des démocraties de masse. Le succès récent du groupe HTS en Syrie face à Bachar el-Assad est inexplicable au vu du rapport de force, sauf si l'on se rappelle que l'État d'Assad a désarmé sa population. La France ne mobilise que 5 000 hommes, face à un Mali occupé par 17 millions d'habitants à l'époque de l'opération Barkhane et s'empare du pays en quelques semaines. L'abaissement du degré de violence des sédentaires fait que de petites formations ont leur chance, comme à l'époque des empires. Les États modernes ont peur de mobiliser leur population, fondamentalement hostile à la violence. Ils mènent donc de plus en plus des guerres, en employant des marches bédouines et beaucoup moins leurs citoyens soldats. L'Iran se bat avec des milices chiites comme le Hezbollah en Syrie, la Turquie emploie des mercenaires syriens en Libye, les Occidentaux arment les Kurdes contre l'État islamique. La Russie emploie des Tchétchènes pour mener sa guerre en Ukraine. Les difficultés récentes de la France contre quelques milliers de narcotrafiquants illustrent aussi ce phénomène. Leur violence et leur solidarité mettent en difficulté des États avec de larges populations pacifiées, dont la Zabia décline fortement et qui sont paralysés par la violence qu'ils ne comprennent fondamentalement plus. Avec cette vidéo, nous espérons vous avoir montré toute la pertinence de la théorie d'Ibn Khaldun et son concept d'empire pour comprendre le monde qui nous entoure. Sa pensée est vraiment d'une grande finesse, et elle n'a pas perdu de son intérêt depuis sa conception au XIVe siècle. Si comme le pense Gabriel Martinez-Gros, le monde qui vient sera un monde toujours plus régi par le modèle qu'a forgé l'historien andalou, alors nous nous devons de le comprendre pour agir. Car si nous vous avons montré que nos sociétés tendent à voir le système impérial triompher à nouveau, actant donc la perte de la liberté, du confort de vie et de la démocratie pour l'immense majorité d'entre nous, rien n'est définitif. Nous connaissons aussi l'antidote à ce système et à ses conséquences néfastes. En Europe, les États-nations sont loin d'être morts, et la démocratie, logiquement affaiblie par le triomphe de la sédentarisation, n'en continue pas moins d'être notre idéal commun. Nous ne sommes pas condamnés au retour de l'Empire, et le cycle impérial décrit par Ibn Khaldun, avec son lot de conquêtes et de tyrannie, n'est pas inévitable. J'en veux pour preuve la réaction du peuple français face à l'attaque typiquement bédouine qu'il a subie lors de la vague d'attentats islamistes à partir de 2015. Réagissant en bon démocrate, il s'est engagé en nombre dans la garde nationale, spécifiquement créée par le président François Hollande pour combattre le terrorisme. Si cette dernière n'a pas tenu toutes ses promesses, cette réaction est loin d'être celle d'un sédentaire pacifiste, habitué à la tyrannie, à la soumission ou à la domination étrangère. Nous pouvons encore sauver notre démocratie et nos libertés, tout cela dépend finalement de nous.